Et nous allons commencer par vous présenter une de nos passions, la créativité. Sans la créativité, vous savez que les arts du cirque ne sont que répétition et se rapprochent des disciplines sportives. La créativité permet d'inventer, de remettre en question, d'innover, d'apprivoiser le changement et de s'en sentir exister. Notre approche de la créativité est en 4 processus, en 4 étapes. Et François, notre spécialiste, vous le présentera dans quelques minutes. Alors, vous parlez de moi. Pourquoi vous parlez de moi? Parce que j'ai par hasard eu l'idée de créer, de développer des cours de cirque, et ces cours de cirque se sont organisés de manière un peu plus structurelle avec l'aide d'autres, et puis petit à petit on a créé d'autres projets pour personnes handicapées, le travail social, une formation pédagogique et toutes sortes de projets. Et donc c'est vous parler du développement. C'est un peu par hasard que tout s'est développé, mais avec beaucoup de volonté, beaucoup de conviction et beaucoup de passion, et surtout l'aide de beaucoup de personnes. Et donc, au départ, j'étais étudiant en éducation physique à l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Pas trop bon étudiant, juste assez. Pas trop bon sportif, mais juste assez. J'ai réussi mes études gentiment, comme il fallait. Le sport m'intéressait, mais pas trop. Mais j'avais une passion, lancer des balles en l'air. J'avais appris ça par hasard. C'est mon ami Jaco van Dormael, le cinéaste, qui m'avait montré comment lancer 3 balles en l'air. Et donc, je me suis entraîné, j'ai jonglé. Et en éducation physique, j'étais un peu considéré comme un martien, hein, l'artiste, celui qui est gentil, mais un peu différent. Je testais un peu d'équilibre. Je me suis construit un monocycle. J'avais un fil dans mon jardin. Pourquoi? J'en sais rien. Par hasard. Mes études terminées, je me suis interrogé qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que je ne voulais pas être prof de gym dans une salle. Et donc, je suis parti à l'école de cirque Fratellini, une jeune école naissante, et j'y ai jonglé. Je suis un peu monomaniaque. Quand je fais quelque chose, je le répète beaucoup. Et puis je me suis un peu entraîné à l'équilibre sur fil, l'acrobatie, le trapèze, mais surtout jongler, ce qui m'a amené à en faire ma profession. Je suis devenu jongleur professionnel, pas parce que j'étais bon, mais professionnel parce que je gagnais ma vie avec ça. Et donc j'ai fait partie de la première troupe de cirque contemporain belge, le Cirque du Trottoir. Les gens aimaient ce qu'on faisait, ils nous trouvaient drôles, ils aimaient nos performances, mais c'était les retombées de 68, un sentiment de liberté, et donc on était vraiment dans cette mouvance-là. On a beaucoup joué en Belgique, en France, en Suisse, dans différents festivals. Et puis, une chose un peu particulière, c'est qu'en 1984, on a été contacté par le gouvernement québécois, par le ministre de la Culture québécoise. Ils voulaient développer un cirque. Et donc, les petits Belges étaient identifiés comme les gens compétents à l'époque en art du cirque et de la rue. Et donc, on est parti au Québec rejoindre un projet un peu farfelu, un peu fou. C'est un projet qui portait un drôle de nom quand même. Il s'appelait le Cirque du Soleil. C'était 3 mois de tournée, un peu galère, mais c'était pas mal. On était assez contents. On est parti de Gaspésie jusqu'à Ottawa, en passant par Québec et Montréal. Et on ne savait pas qu'on participait à la naissance d'un des plus grands cirques du monde. Donc, à l'époque, tout était possible. Et maintenant aussi, je pense que tout est encore possible. Il suffit de répondre aux bonnes sollicitations. De retour en Belgique, je reprends ma passion, la pédagogie. Je continue à être jongleur, mais je décide de reprendre mes cours de jonglerie. J'aime enseigner, partager. Alors, Teresa, tu peux peut-être partager la photo du début de l'école de cirque de Bruxelles. Ça va venir peut-être. Et moi, je continue. Voilà. Donc, ça, c'est le début de l'école de cirque de Bruxelles. Alors, j'étais assez chevelu à l'époque. Comme je n'étais pas très grand, mais j'aimais me promener en échasse. Et mon moyen de transport était ma 2 chevaux. Alors, si vous voyez, il y a des bouts de fer qui dépassent. Les bouts de fer, c'était des montants pour installer mon câble de funambule, mon câble de fil de fer, d'équilibre. Et j'allais dans des écoles enseigner ces arts du cirque.
Bon, ben, on a continué. Je me suis entouré de personnes comme beaucoup d'éducateurs physiques. Et ensemble, ben, on a développé des cours de jonglerie, d'acrobatie, de trapèze, où on cherchait comment on pouvait s'organiser pour développer ces cours. Et on parlait beaucoup de pédagogie, de nouvelles pédagogies, d'expression, de créativité, et surtout sans trop de contraintes. Beaucoup de travail dans le plaisir et beaucoup de bienveillance et surtout loin de l'univers de la compétition que je quittais comme professeur d'éducation physique. Et donc, quelque part, on était un peu acteur d'une transformation du monde, le début d'une transformation du monde à notre échelle. C'était juste une petite goutte d'eau, mais déposée avec beaucoup de passion, de conviction, d'amour. Et ces gouttes d'eau ont fait des vagues. Et aujourd'hui, les arts du cirque existent bel et bien à travers la planète. Alors, un problème dans notre souhait de développement était qu'on n'était pas assez nombreux. Et rapidement, on pouvait plus répondre, on n'aurait plus pu répondre aux demandes. Et donc, on a décidé de lancer une formation de formateurs, ce qu'on a appelé la formation pédagogique. On était dans les années 90, lancer des projets comme ça, c'était la crise pétrolière, on en sortait. On me disait, tu ne trouveras jamais d'argent pour faire ça. Et on a travaillé, on a quand même trouvé un peu d'argent, on a trouvé des formateurs compétents, on a trouvé des élèves. C'était une utopie complète, mais on y est arrivé parce que plusieurs de nos étudiants sont là autour de leur écran. On a même un de nos formateurs, Tom. Et après 30 ans, on peut être fier parce qu'on a formé entre 350 et 400 formateurs en art du cirque qui travaillent un petit peu partout en Europe et même plus loin. Et ils sont dans des postes clés de direction, responsables pédagogiques, enseignants. Certains sont devenus artistes, mais la plupart, même presque tous, sont restés dans le monde du cirque. Et je vais arrêter de parler et je vais surtout vous présenter la responsable de cette formation pédagogique, cette fameuse. Elle est française. Voilà, je pense qu'elle arrive. Vous l'entendez arriver là. Et alors, il y a Tommaso qui nous a rejoint. Salut Tommaso. J'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Oui, merci, très bien. Salut. Et donc, il y a Nina qui est diplômée certifiée de la formation pédagogique et très accessoirement à côté, mais elle a un diplôme de pédagogue, elle a un diplôme de Sciences Po et je vais lui laisser la parole. Mais avant de lui laisser la parole, juste vous dire que je reviendrai à la fin et je vous confierai un secret, un cadeau très particulier. À tantôt. Et je laisse la parole à Nina. Merci Vincent pour cette très belle introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais vous dire un peu plus sur moi. Mon parcours n'est pas aussi mouvementé que celui que Vincent vous a présenté juste avant, mais je vais quand même vous dire que en fait, mon parcours initial était plutôt orienté sciences politiques à la base et je m'étais spécialisée en coopération éducative à l'échelle internationale. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé dans différents pays, surtout sur des projets de coopération éducative, de coordination pédagogique également. Et par ailleurs, j'enseignais le français langue étrangère. Et à mon retour en Europe, j'ai compris que ma passion pour le cirque, que je pratiquais depuis quelques années, et plus particulièrement pour les portées acrobatiques, était vraiment très présente. Et j'avais besoin d'allier cette passion avec mon intérêt pour la didactique. Et c'est là que je me suis renseignée un petit peu sur les différentes formations pédagogiques qui existent en Europe. Et je suis tombée sur la formation pédagogique de Bruxelles. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici, dans cette école. J'ai donc suivi cette formation. Et voilà, j'ai été complètement conquise, j'ai été enchantée par la formation et j'ai aussi découvert une école dont les projets sont très nombreux et vraiment très passionnants. Et par la suite, on m'a proposé d'y rester et d'y travailler. C'est ce que j'ai fait.
Donc voilà, maintenant, je suis responsable pédagogique et je coordonne la formation dont on est en train de parler, la formation pédagogique. C'est-à-dire que je suis les étudiants tout au long de l'année, je les accompagne dans leur joie comme dans leur peine, de septembre à juin. Et j'enseigne en parallèle la méthodologie dans cette même formation. Voilà, donc, en parlant de méthodologie, on va parler surtout de méthodologie en créativité aujourd'hui, puisque si vous êtes là, c'est pour ce webinaire sur les 4 étapes du processus créatif. Et ce processus, il est essentiel à toute démarche créative, que vous soyez dans le monde artistique, dans le monde pédagogique. Vous avez certainement différents profils et vous pourrez retrouver ces outils pour développer différents projets, et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, on vous a concocté ce soir un petit condensé de cours de créativité. C'est ce cours que donne François Blondiot à la formation pédagogique. François qui est avec nous ce soir. Et ces 4 étapes sont vraiment des éléments clés que vous allez pouvoir ensuite embarquer dans votre petite boîte à outils, que vous soyez déjà animateur, enseignant ou artiste, metteur en scène, ou simplement que vous ayez envie de développer un projet de création pour vous-même. Donc, ce webinaire est particulièrement fait pour vous si vous avez déjà un pied dans la pédagogie, comme je l'ai dit, ou si vous souhaitez commencer ou continuer à enseigner les arts du cirque à partir d'une méthodologie qui met vraiment l'accent sur la créativité. Donc, 4 manières de développer son potentiel créatif en art du cirque. C'est François Blondiot qui va vous les révéler dans un petit instant. François, en quelques mots, il est formateur dans notre école depuis plus de 10 ans. Il enseigne la créativité et les techniques d'équilibre à la formation pédagogique. Et son approche est particulièrement intéressante puisque non seulement il a commencé le cirque très jeune, mais il s'est ensuite formé à la rythmique et à l'expression corporelle Jacques Dalcroze. Donc une petite combinaison vraiment très intéressante pour ce qu'on fait ici à l'école. Et donc c'est lui qui va pouvoir vous présenter ces 4 manières. Je vais le laisser vous les présenter tout de suite. Merci Nina pour cette présentation. Voilà, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle François, je suis donc formateur en créativité et en équilibre à la formation pédagogique. Et aujourd'hui, pendant 20 minutes, on va un petit peu délirer autour de la créativité et plus particulièrement de notre potentiel créatif. Donc je vais partager mon écran parce que j'ai préparé un super petit document pour faciliter tout ça. Voilà. Alors, 4 manières de développer ton potentiel créatif en pédagogie cirque. Je trouvais d'abord intéressant de développer un petit peu le terme potentiel créatif. Pourquoi est-ce qu'on a mis potentiel créatif et pas créativité? Moi, dans mon travail, je pars du principe que on est tous créatifs. C'est pas une faculté qu'on a à la naissance, qui nous est inné ou qu'on acquiert au fil du temps. C'est quelque chose qui est en nous. Voilà, tout le monde en est capable. Et donc, petite phrase qui résume, c'est une faculté latente qui sommeille en chacun de nous et qui ne demande qu'à se réveiller. Et donc, le but dans mes cours en créativité, c'est de donner des outils, de donner des manières à chacun et à chacune de pouvoir faire sortir ce potentiel et de l'exprimer avec ses propres moyens. Et donc, ces moyens, ils seront toujours uniques et propres à chaque personne. Et c'est ce qui va définir à chaque fois le potentiel de la personne. Mon potentiel ne sera pas le même que celui de Nina, que celui de Vincent, mais on peut faire en sorte que notre potentiel à 3 soit dirigé vers un but commun. Donc voilà, ça c'est plus pour le petit côté théorie. Donc, s'il y a une chose à retenir, on est tous créatifs. Il ne tient qu'à nous de révéler notre potentiel. Et donc, comment est-ce qu'on va exploiter ce potentiel créatif? On va l'exploiter à travers 4 personnages. 4 personnages qui ont été introduits par un scientifique américain qui s'appelle Roger Van Hoek. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller un petit peu sur Wikipédia, voir un petit peu ce qu'il a fait. Il a notamment créé plein de jouets, il a mis au point plein de petits livres qui sont super sympas, la créative de choc, ne restez pas assis sur le meilleur de vous-même. Voilà. Et son travail principal se base principalement sur les 4 personnages. Et donc, au niveau de ces 4 personnages, le premier qu'on a, c'est l'explorateur.
Alors l'explorateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se mettre en quête d'information. Il va rechercher, analyser, il est curieux et il se pose des questions. Donc, sur la base de tout processus créatif, à chaque fois, il y a un objectif bien précis, qui est soit sur un thème, sur une question, sur une idée, sur une phrase, sur une chanson, mais en tout cas, il y a toujours une base concrète. Et cette base concrète, l'explorateur, il va la développer. Il va vraiment rechercher le plus d'informations concrètes qu'il peut ramener sur ce sujet pour ainsi élargir le plus possible le champ des idées. Une fois qu'il a élargi le plus possible les idées et qu'il a récolté le plus d'informations, c'est l'artiste qui prend le relais. Et lui, l'artiste, ben, c'est un vrai gamin, c'est un vrai enfant. Il va jouer. Et donc, il va prendre toutes les idées que l'explorateur a rassemblées et en les combinant, en les associant, en les remontant, en les démontant, il va essayer de les pousser encore beaucoup plus loin et se permettre d'aller sur des terrains qu'on n'aurait jamais pensé. Donc lui, il a vraiment liberté totale. Il peut prendre toutes les idées comme il veut, les triturer dans tous les sens pour en générer des nouvelles ou alors pour pousser encore beaucoup plus loin l'idée. Ensuite, après l'explorateur et l'artiste qui eux ont pour objectif d'élargir vraiment le champ des idées, eh bien il va y avoir le juge. Et selon moi, enfin pour moi, le juge c'est l'un des personnages qui est le plus difficile à endosser parce que le juge il doit choisir. Et c'est difficile de choisir parce que généralement on s'amuse tellement bien à développer les idées dans notre côté artiste que toutes les idées qu'on développe, ben on a un petit affect pour elles, on les aime bien, on aimerait bien toutes les mettre dans notre création, mais malheureusement on ne peut pas parce que sinon ça va faire une surcharge d'idées et ça c'est pas productif. Donc le juge dans un premier temps, il va établir des contraintes que j'expliquerai beaucoup plus bas après. Et une fois que ces contraintes ont été établies, eh ben il va opérer des choix. Il va choisir parmi toutes les idées qui ont été développées par l'artiste. Une fois que les contraintes ont été établies et que le choix a été fait au niveau des idées, le conquérant rentre en scène. Et lui, le conquérant, son boulot, c'est de tout mettre en œuvre, c'est de propager les idées, c'est de les construire, c'est de les communiquer, et en d'autres termes, c'est de transformer toutes ces idées en action. Là, par exemple, au niveau du cirque, ce serait par exemple tout le processus pédagogique qu'on fait avec nos enfants, avec nos groupes d'élèves pendant l'année. Ben, notre rôle de conquérant avec eux, c'est de transformer toutes les idées qu'on a apprises pendant l'année en petits spectacles, en petites présentations qui sera faite en fin d'année. D'ailleurs, je parle de spectacle afin d'illustrer un petit peu mieux ces 4 personnages. Je fais juste une parenthèse, c'est hyper bizarre de parler à mon ordinateur, j'ai aucune réaction et donc j'espère que tout le monde suit bien, qu'il n'y a pas de problème de connexion et que personne ne dort. Voilà. Donc, pour illustrer le mieux possible ce processus créatif et ces 4 étapes, ben on va jouer le jeu. On va se dire que, donc comme on est dans l'univers du cirque, on va se dire que ici on est en fin d'année. Et en fin d'année, ben, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on doit construire, qu'est-ce qu'on doit apporter? Ben, un petit spectacle. Et donc, pour mettre au point ce petit spectacle, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à créer de la matière avec ces 4 personnages. Avant de créer cette matière, avant de nous lancer dans ce processus créatif, c'est important qu'on se pose un cadre pour ne pas trop déborder ou alors peut-être déborder du cadre, parce que c'est des fois intéressant de déborder du cadre. Et donc, au niveau du cadre, ben, pour faire simple, on pourrait faire beaucoup plus compliqué, mais pour faire simple, on va se poser 4 questions. On va faire, ben, de quoi il s'agit? Ben, en gros, là, on va se lancer dans un processus créatif afin de dégager de la matière, de créer de la matière pour faire un spectacle de cirque. Et ce spectacle de cirque, il aura comme thème la propreté. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté un thème? Pourquoi est-ce que j'ai rajouté un thème? Ben, parce que le thème favorise beaucoup plus la créativité, amène beaucoup plus l'imaginaire et donc libère beaucoup plus les barrières. C'est moins attractif l'objectif de créer un spectacle de cirque que de créer un spectacle de cirque sur un thème bien précis qui va nourrir et qui va influencer les idées. Donc ça, c'est pour le quoi. Pour le qui est quand même super important. Avec qui on va se lancer dans ce processus créatif? Bah là, pour le coup, aujourd'hui, pendant ces 14 minutes qui nous restent, on va se lancer dans ce processus créatif pour des enfants de 10 à 12 ans.
Le quand a aussi son importance parce que le temps de création est hyper important. Je ne vais pas faire la même démarche sur 1 heure que sur 3 heures, que sur 2 heures, que sur un mois complet. Là, ici, on a juste une fréquence de cours de 2 heures le mercredi. Et le comment, comment est-ce qu'on va pouvoir se lancer concrètement dans ce processus créatif? On va le faire au travers de cours pratiques au sein d'une école de cirque qui mettra à disposition pour nous tout le matériel nécessaire, ou en tout cas tout le matériel dont ils ont à disposition. Donc ça, c'est pour le cadre. Une fois que le cadre est établi, on peut se lancer dans notre processus créatif. Et donc, on va endosser notre première casquette, et notre première casquette, c'est l'explorateur. Donc l'explorateur, comme je le disais, lui, son but, c'est de récolter un maximum d'informations, c'est d'élargir le plus possible le champ des idées pour avoir un maximum de sujets à traiter. Et donc, on va faire ici ensemble, je vais faire pour vous 3 petits exercices pour élargir les idées. Et ce premier exercice qu'on va faire, c'est un mind mapping. C'est un exercice qui est assez connu en créativité. Moi, j'adore cet exercice-là parce qu'il permet vraiment d'élargir le plus possible un concept, mais surtout aussi de voir un petit peu le cheminement de pensée qui a été fait et comment est-ce que les idées sont apparues. Donc, le principe, il est très très simple. C'est donc mon thème ici du spectacle, c'est la propreté. Donc, on va partir de la propreté. Et donc, on va d'abord créer une première sphère d'association de mots avec propreté. Et donc, cette première sphère, j'ai mis hygiène, nettoyage, respect et agréable. Parce que la propreté, c'est quand même super agréable. Ensuite, de ces 4 mots, on va continuer à élargir le champ des idées. Et pour chaque mot, on va encore essayer d'associer d'autres mots. Par exemple, pour nettoyage, j'ai trouvé eau, j'ai trouvé surface, j'ai trouvé matériel. Je ne vais pas faire tous les mots parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Et donc, l'idée, en gros, c'est vraiment de construire cette toile d'araignée de plus en plus grande. Ça, c'est à votre bonne convenance. Moi, personnellement, quand il y a trop d'idées, je m'en sors pas non plus. Et du coup, pour choisir, c'est difficile. Donc, voilà, je préfère me contenter de quelque chose qui est pas trop grand non plus. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai développé le terme propreté avec ma façon de développer le thème. Peut-être qu'une autre personne aurait mis d'autres choses en avant, d'autres concepts, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire au niveau d'explorateur. On va développer notre idée avec un mind mapping. Ensuite, deuxième petit exercice, pour élargir le champ des possibles, ce qui est important, c'est de pouvoir se poser des questions. Parce que qui dit question, dit réponse, dit pouvoir y apporter une réponse. Et donc, là, sur le thème de la propreté, je me suis posé 10 questions. À travers ces questions, j'ai essayé d'élargir le plus possible, encore une fois, le champ des idées. J'aurais pu très bien aussi me référer à quelque chose de beaucoup plus précis. Je reprends par exemple le mind mapping. Si maintenant je reprends par exemple l'écologie, qui me plaît bien, j'aurais pu très bien axer mes questions principalement sur la propreté écologique. Là, j'ai décidé de rester d'un point de vue général. Et donc, parmi ces questions, on a qu'est-ce que la propreté, qui est le plus fort entre la saleté et la propreté, différentes solutions à la pollution, comment être propre sans eau, quel type de balai existe-t-il, quelle musique utiliser pour nettoyer, ou alors quelle nouvelle manière peut-on inventer pour faire la vaisselle. Voilà, toutes ces questions, c'est l'artiste qui va y répondre, et on va y répondre juste après. Et ça va pousser l'artiste à soit y apporter une réponse terre à terre, ou alors de pousser encore plus l'idée et d'apporter une réponse imaginaire, une réponse qui va chercher d'autres informations, qui les combine pour apporter peut-être quelque chose d'un peu bizarre, mais original. Donc, mind mapping, élargir les idées, se poser des questions. Et ensuite, dernier petit exercice qu'on va faire pour l'explorateur, c'est dresser une carte d'identité. Mon thème, c'est la propreté. Et comme toute idée, il y a une carte d'identité qui s'y réfère. Moi, par exemple, j'ai une carte d'identité. Si maintenant on prend un arbre dehors, il y a aussi une carte d'identité, il a un nom, il a un âge, il a une manière de pousser, il a des caractéristiques. Et donc, on va un petit peu s'intéresser à ça. Alors, soit on se place d'un point de vue terre à terre et on parle de la carte d'identité de la propreté en termes que tout le monde connaît, donc c'est-à-dire que c'est un terme qui fait référence au nettoyage et tout ça. Moi, personnellement, j'aime bien déconner quand je crée, donc l'idée, là, c'était de vous présenter 3 autres manières de dresser une carte d'identité. Donc, par exemple, la propreté, ça peut être un personnage
Et donc son nom, c'est Propreté, et c'est un petit enfant de 5 ans avec comme loisir la boue, les flaques d'eau et les batailles de nourriture. Ou alors ça peut être un lieu, donc c'est le lieu Propreté, c'est en Belgique, c'est un village rural et ils ont comme spécialité de faire des parfums. Ou alors c'est un style de peinture qui est né en Inde et qui a pour caractéristique un trait net, une peinture transparente qui dégage une certaine sérénité, mais en même temps qui est hypnotique. Donc voilà, donc cette carte d'identité, après, ben, l'artiste, lui, va pouvoir jouer un petit peu avec et soit créer une histoire ou développer un petit peu plus des points qui l'intéressent. Tiens, comment est-ce qu'il crée le parfum, avec quelles odeurs, avec quels agrumes, il le teste comment, et ainsi de suite. Donc voilà, 3 petits exercices. Il en existe une multitude. Ici, j'ai décidé juste d'en prendre 3. Donc, un vraiment pour élargir le plus possible le champ des idées. Un exercice qui présente le fait de pouvoir se poser des questions. Et un autre exercice qui, lui, dresse une petite carte d'identité du thème qu'on a décidé de suivre. Ensuite, après l'explorateur, eh ben, moi, c'est la phase que je préfère, c'est l'artiste. L'artiste, lui, il va jouer. Alors ici, c'est un petit peu plus spécial parce que on est quand même dans du cirque et donc généralement l'artiste, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester les idées corporellement de manière pratique. Donc ici, ça va paraître un petit peu bizarre de vous énumérer un petit peu les idées sans avoir eu la démarche corporelle qui va derrière. Donc, dans un premier temps, ben, l'artiste, il va jouer, mais dans un premier temps, on va se référer à une sorte de brainstorming. Donc, c'est-à-dire qu'avec les 3 petits exercices qu'on a fait ici, à travers les petites réflexions qu'on a faites pour les faire, il y a déjà plein d'idées qui émergent. Et donc, on va juste déjà prendre le temps de répertorier ces idées. Donc là, par exemple, je vais faire un brainstorming avec moi-même sur les idées que j'ai eues à travers du mind mapping. L'idée, ça va être de dégager de la matière technique, soit technique ou alors de la matière qui va pouvoir servir à un fil rouge. Donc, par exemple, là, j'ai pris le mot du mind mapping, j'ai pris matériel. Matériel, dans le contexte cirque, ça m'a fait penser à des manipulations de torchons, jongler avec des bulles de savon, avec de l'eau, faire des rythmes d'objets, se déplacer à la manière d'un aspirateur, d'un lave-vaisselle, et ainsi de suite. J'ai pris sensation. Sensation, ça m'a fait penser à du développement de personnages, à travailler une certaine tenue, une intention au niveau du jeu d'acteur. J'ai repris le mot toucher, qui m'a fait penser aux appuis, à l'acrobatie, au fait de rentrer en contact, et donc de l'acroportée, de la relation qu'on peut avoir dans un groupe. Et donc, ben, tout ça, ça va me servir de petits éléments pour soit de construire des petits exercices qui va amener à un petit résultat qui va pouvoir être présenté, ou alors je vais m'en servir justement dans le scénario de mon spectacle, dans le fil rouge, dans le choix technique que je vais faire pour travailler avec mes élèves. Donc voilà, je vous passe tous les mots. Quelques petits exemples suffisent. Ensuite, on va reprendre notre petite carte d'identité. Il n'y a pas la réponse aux questions. Ah, flûte. Ah, un petit couac, il n'y a pas les réponses aux questions. C'est pas grave, je le ferai en live. Mais je vais du coup passer à la réponse aux questions. Donc, deuxième petit exercice qu'on va faire, on va se rebaser sur l'exercice qu'on a fait en explorateur. On va répondre aux questions. Ok. Et donc, on va en prendre quelques-unes. Par exemple, on va se dire, bah tiens, quel type de ballet existe-t-il? Et alors, là, on commence une petite réflexion. Et alors, l'idée, c'est pas de trouver l'idée la meilleure, celle qui va faire rire tout de suite ou la plus géniale. Non, l'idée, c'est de générer des idées. C'est vraiment le but, c'est d'élargir le champ des possibles. Donc, quel type de ballet existe-t-il? Ben, il existe des ballets aérodynamiques pour aller plus vite. Il existe des ballets spécifiques pour se faire de la muscu. Il existe de grands et longs ballets qui servent à relier les toits entre eux pour marcher dessus. Si maintenant je prends une autre, quelle nouvelle manière peut-on inventer pour faire la vaisselle? Ben, on peut faire la vaisselle en équilibre sur un roll-à-bola, on peut la faire dans une piscine, on peut la faire avec la tête en bas, on peut la faire en jonglant, on peut la faire en dansant. Donc voilà, toutes les réponses qu'on va apporter à ces différentes questions, ben on va les exploiter corporellement, bien sûr.
Donc, dans ma phase artiste, quand je dis que je vais essayer de faire la vaisselle la tête en bas, ben, par exemple, je vais essayer de frotter une assiette sur un trapèze en essayant de dégager les figures qui ont la tête en bas, cochon pendu, la grenouille, cochon pendu dans les cordes, et ainsi de suite. Quel type de balai existe-t-il? Ben, un balai aérodynamique. Et donc, ben, tiens, comment est-ce que je vais manipuler ce balai? Ben, dans une qualité qui sera soutenue, qui sera vite. Et de là, on pourra commencer un petit peu à délirer, à chercher les variations, à peut-être créer des figures, et de là, vraiment essayer de faire sortir le potentiel de la personne pour qu'il exprime ses idées avec son potentiel à lui. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur les questions. Dernier petit point auquel on va jouer avec l'artiste, c'est sur les cartes d'identité. Les cartes d'identité, je les ai choisies là pour nous créer un petit fil rouge. Et donc, ben, j'ai un petit peu déliré. Je me suis dit, ben tiens, là j'ai eu des idées techniques. J'ai eu l'acrobatie, j'ai eu la jonglerie, j'ai eu le jeu d'acteur. Il me manque un petit fil rouge. Et donc, ben tiens, on va prendre cette histoire de Propreté qui est un personnage. Et donc, j'ai un petit peu extrapolé sa carte d'identité pour lui créer une petite histoire. Donc, Propreté, c'est un enfant de 5 ans qui adore la saleté. Son passe-temps préféré, c'est jongler avec des boulettes de boue et faire des acrobaties dans les flaques d'eau. Mais sa maman n'est pas très d'accord, et donc quand elle le surprend, elle lui passe un savon et elle le lave de la tête aux pieds. Et pour le sécher, ben, rien de mieux qu'un bon petit trapèze pour tout égoutter. Mais une fois tout propre, ben, Propreté, il ne peut pas s'empêcher de replonger dans la saleté, et ce, ben, de manière très soignée. Et donc là, déjà, dans ce scénario, ben, il y a divers éléments qui ressortent et qui mettent en avant une petite trame scénaristique. On a un petit peu de jonglerie, avec jongler avec des boules de boue. On a un peu d'acrobatie, avec se jeter dans une flaque d'eau. La flaque d'eau peut être un tapis, par exemple. La maman qui arrive et qui surprend l'enfant, un petit peu de jeu d'acteur. On varie un petit peu les personnages, donc on varie un peu les propositions. Et donc, voilà. Rien qu'avec ces 7-8 lignes, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec ces 6 petites lignes, ben voilà, j'ai déjà un scénario de spectacle, j'ai déjà des idées, j'ai déjà de quoi travailler avec mes élèves. J'ai décidé après de développer aussi le lieu. Donc, ben, la Propreté, c'est un petit village de Belgique situé non loin de Chimay. C'est un endroit où il fait bon vivre et où les senteurs sont multiples. D'ailleurs, une de leurs spécialités, c'est la création de parfums. Ils sont également réputés pour leur restaurant sans table. En effet, il fait tellement propre que l'on peut manger par terre. Et les habitants de Propreté s'appellent des proprets et sont toujours propres sur eux. On dirait qu'ils viennent de sortir d'un emballage en carton. Donc voilà, 3 petits exercices sur base du mind mapping avec ce brainstorming, sur base des petites questions. J'apporte des réponses que je veux aussi farfelues que j'en ai envie, et une petite broderie d'histoire pour amener un petit fil rouge. Et bien de là, j'ai pas mal d'idées déjà. Et j'ai vraiment déjà beaucoup d'idées. Déjà, j'ai déjà 2 scénarios, il va falloir que je choisisse. Et donc, pour choisir, on va faire appel au juge. Et comme je le disais plus haut, ben, pour choisir, avant de choisir les idées, ça va être bien de définir les contraintes. Parce que les contraintes, elles sont réelles et elles vont influencer le processus de création que vous allez mettre au point pour vous-même, avec vos enfants, avec vos employés, ou ainsi de suite. Et donc, j'ai cité quelques petits exemples de contraintes, il en existe beaucoup d'autres. Une des premières contraintes, c'est le temps. Combien de temps on a pour créer, en termes de cours, en termes d'années, et ainsi de suite. Les contraintes au niveau du niveau des enfants. Donc, est-ce que les enfants ont les capacités pour répondre un petit peu aux objectifs que j'ai délirés dans ma tête? L'envie des enfants, c'est super important aussi de se dire, ben tiens, qu'est-ce que les enfants ont envie de faire? La faisabilité du projet, la logistique, est-ce que je dispose du matériel, de l'espace nécessaire à aller jusqu'au bout de mes idées? Et bien sûr, les objectifs pédagogiques. Ça, c'est quand même super important de voir si les idées que vous véhiculez dans votre processus pédagogique et processus créatif est en lien avec les valeurs et objectifs pédagogiques défendus par l'établissement dans lequel vous travaillez. Et donc, après, ben, on choisit. Pour choisir, il y a 1001 façons de choisir. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit beaucoup plus par ordre affectif. J'aime bien, j'aime pas. Il en existe plein d'autres. Ça peut être sur les envies des enfants, ça peut être voilà. Là, j'ai décidé de me concentrer sur un choix qui est basé sur la faisabilité des idées. Donc, on va avoir 3 catégories. On va avoir l'idée terre, l'idée montagne et l'idée air. Les idées terre, c'est les idées réalistes.
C'est des idées qui sont réalisables sans délai de temps. Donc j'ai 1 heure et demie avec mes enfants de 10-12 ans. En 1 heure et demie, les idées, elles vont pouvoir être concrétisées. Ensuite, il y a les idées montagnes. Ça, c'est des idées qui demandent du temps. Elles sont pas impossibles, mais elles demandent du temps. Donc, au lieu de demander peut-être 1 heure et demie de cours, elles vont nécessiter peut-être 3, 4, 5, 6 cours pour peut-être se concrétiser. Et puis ensuite, il y a les idées R. Les idées R, c'est des idées un peu utopistes. Hein. C'est des idées quasi impossibles ou irréalisables selon les moyens, selon le temps qu'on a à disposition, l'énergie, les capacités physiques. Donc voilà. Donc là, je n'ai pas fait la démarche de trier mes idées, mais par exemple dans les idées que j'ai déjà que j'ai citées, une idée terre, par exemple, ce serait de pouvoir jongler avec des torchons. Une idée montagne, ce serait de créer un personnage, ce serait de créer ce personnage propreté. Ça peut être une idée terre, mais ça va demander pas mal de temps pour que les enfants s'imprègnent, pour que le caractère du personnage soit naturel, et donc ça va prendre du temps. Et puis les idées utopistes, c'est par exemple jongler avec des bulles de savon. Ça, c'est super dur. Il faut trouver un bon savon. Il faut être dans une pièce hermétique pour pas qu'il y ait de vent. Enfin voilà, c'est une idée utopique. Ce serait super chouette, mais c'est utopique. Donc voilà, une manière de pouvoir choisir les idées. Et puis une fois qu'on a choisi ces idées, on va passer au conquérant. Et lui, le conquérant, il construit. Et là, la construction de toutes ces idées, on prend le temps de les développer pendant la formation pédagogique. Parce que si je les développe maintenant ici avec vous, on est parti pour un webinaire qui va durer peut-être une petite semaine. Voilà, c'est tout pour ce petit module concernant les 4 étapes pour développer le potentiel créatif. Donc, voilà, je ne l'ai pas dit avant, mais bien sûr, là maintenant, il y a un petit temps pour répondre à vos questions, si vous en avez. Donc, je suis à votre disposition un petit temps, à voir si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans le chat, je les lis et j'y réponds avec plaisir. Voilà. Et merci de m'avoir écouté. Eh bien, c'était super, hein, François. Merci. J'ai adoré. Un peu de musique pour permettre à chacun de réfléchir. Pas de souci. François, tu travailles cette créativité dans tous tes cours? Oui, en tout cas, j'essaye. Après, avec les enfants, ils viennent pas nécessairement tout le temps chercher de développer leur potentiel créatif. Mais c'est principalement sur ça que j'axe mes cours, oui. J'essaye principalement de vraiment, à chaque fois, aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur des élèves et qui le but, en fait, c'est que j'apporte une matière et la matière, j'essaye qu'ils se l'approprient le mieux possible avec leur personnalité, avec leurs envies, avec leurs besoins. Donc, j'impose rien, je propose et c'est à eux de me suivre ou pas. Celui qui est à l'origine des 4 personnages, c'est Roger Van Hoek. Donc, Roger, comme Roger. C'est Von, V-O-N, espace O-E-C-H. Je peux l'écrire ici. Voilà. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Gardner aussi qui a fait pas mal de choses. Plus proche de nous ici en Belgique, il y a Philippe Brasseur aussi qui a pas mal fait qui a pas mal développé aussi ce concept et principalement dans des livres qui traitent principalement des mots et des tournures de phrases. Alors, je vais poser moi encore une question et j'imagine que dans les ateliers de création, c'est la base du travail. Oui, dans les ateliers de création, oui, effectivement, c'est la base du travail. Il y a quand même une base fortement technique, donc c'est toujours difficile de créer sans rien. Donc,
là où on va être productif, c'est comme je disais dans le juge, c'est quand on va se fixer des contraintes, c'est quand on va se fixer des objectifs, afin et ces contraintes, ça vont être régies par la technique ou vont être régies par le concept qu'on va pouvoir développer. Si j'ai envie d'être créatif en jonglerie, c'est important que j'ai un minimum de technique en jonglerie sur lequel je vais pouvoir me baser et sur lequel je vais pouvoir développer. Donc, c'est possible d'être créatif sans être jongleur. Je ne dis pas ça. C'est juste que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps de développer son potentiel en jonglerie si on n'a pas un petit peu de technique avant. Donc, en atelier de création, oui, effectivement, c'est une partie prenante du processus. Et encore une fois, c'est vraiment voir comment est-ce qu'on va permettre aux jeunes de s'approprier un petit peu tout ce qu'on leur apporte. Donc, nous, on va leur apporter un cours de jonglerie technique, et puis après, on va faire un cours de jonglerie, par exemple, créative. Ça va être de voir quelles sont les contraintes, quelles sont les consignes intéressantes qu'on va pouvoir donner afin d'élargir le plus possible leur champ des idées, afin qu'ils puissent s'approprier le mieux possible cette matière. Parce que l'idée, encore une fois, quand on donne cours en cirque, ben oui, effectivement, quand on montre une cascade, donc une cascade, c'est jongler à 3 balles à un enfant, il y a le fait de jongler purement et simplement à 3 balles, et puis après, il y a tout ce côté de l'emmener dans cette jonglerie, de lui dire, ben tiens, moi, je t'ai donné ce petit truc technique de jongler à 3 balles. Maintenant, je vais essayer de t'emmener dans un autre chemin pour essayer que tu t'appropries ce 3 balles. Et peut-être que l'enfant, ben lui, le 3 balles, il va préférer le faire au-dessus de sa tête ou entre ses jambes. Ou alors lui, ben il va se dire, ah non, moi, je préfère 5 balles. Et donc voilà, l'idée vraiment, à travers ce potentiel créatif, c'est vraiment de le révéler aux enfants et de les pousser le plus possible à l'utiliser et à s'en servir dans la vie de tous les jours, quoi. Merci. Un petit truc aussi qui est hyper important et que j'ai pas trop expliqué parce que 20 minutes c'est quand même pas beaucoup pour parler de créativité, c'est que avant de se lancer dans un processus créatif, c'est important aussi de faire des petites activités de lâcher prise. On est dans une société de rendement où tout va très vite, on nous demande d'être très productif. Et donc, généralement, quand on va réfléchir à une idée, on va essayer de tout de suite penser à l'idée la plus top, la meilleure, celle qui va faire rire tout le monde, celle qui va être la plus performante ou quoi. Et ça, c'est dommage parce que du coup, on freine un petit peu les autres idées qui peuvent, elles aussi, qui peuvent être aussi, elles, intéressantes. Donc, avant de se lancer dans un processus créatif, c'est bien de faire des petites activités. Et généralement, ce qui marche bien, c'est des jeux pour un petit peu abaisser ce lâcher prise et ce rendement vers l'idée la plus fabuleuse. Des idées faites sur la créativité, c'est que pour être créatif, il faut être original. Non, c'est un des objectifs et c'est ce que c'est une des conséquences que la créativité découle, c'est que étant donné que je vais m'exprimer avec mon potentiel, ce ne sera pas quelque chose qui aura déjà été vu, que quelqu'un d'autre aura été fait. Donc, il y aura une certaine part d'originalité, mais cette originalité n'est pas une fin en soi. Et c'est pour ça que je parle pas de créativité, parce que quand on parle de créativité, ben, on est d'office dans l'objectif de l'originalité. En pédagogie, je préfère parler de potentiel, comme ça, l'objectif est vraiment centré sur le potentiel des enfants et pas sur un rendement d'être le plus original et le plus créatif possible. Donc avant de vous lancer dans des processus créatifs comme ça, jouez, ne vous prenez pas la tête, essayez un petit peu d'abaisser un peu toutes ces barrières mentales d'auto-jugement sociétal, de groupe ou quoi, pour permettre à toutes les idées d'être exprimées. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, il y a des idées et ce qu'on en fait. Voilà. Je parle beaucoup aujourd'hui. Oui, mais c'est quand même fort intéressant ce que tu dis, hein. Dis, moi j'ai encore une question, c'est la formation pédagogique. Quelle est la part de créativité, de cours de créativité que tu donnes en formation pédagogique? Je réponds à ta question, Vincent, puis après je réponds à celle de Pauline. Ah oui, mais réponds à la sienne. La fréquence de cours, tu veux dire? Oui, quel est le pourcentage d'intervention que tu as en créativité, en formation pédagogique? Ben là, normalement, c'est un cours qui se donne toute l'année sur 2 heures, mais là, cette année-ci, on l'a fait sur des modules de 3 heures.
parce que c'est très difficile. Enfin, la créativité, on pourrait en parler jusque demain. Et donc, ben, des fois, 2 heures, c'est trop court, et donc c'est 3 heures, et donc mettre des fois 3 heures, c'est trop long. Donc, on n'a pas encore trouvé très très bien le juste milieu, mais normalement, c'est une matière qui suit les étudiants toute l'année parce que ben, c'est quelque chose qui ont besoin toute l'année. Dans un premier temps, en début d'année, on voit principalement la créativité pédagogique. Donc, on est plus sur la création d'exercices, la création de leçons, la création d'un cadre, la création aussi de leur propre identité pédagogique. Et puis après, seconde partie de l'année, on est plus dans une créativité artistique parce qu'il y a les ateliers d'essai qui arrivent, il y a le spectacle de fin d'année, mais aussi dans la formation pédagogique, les étudiants sont en stage pratique dans des cours qui se donnent à l'école et à partir un certain moment de l'année, ben, dans le travail pédagogique avec les enfants, il y a le spectacle qui rentre en compte et autant le spectacle est mis en place via des compétences créatives pédagogiques, autant c'est aussi important d'avoir des compétences créatives artistiques pour pouvoir mettre en scène, pour pouvoir construire une présentation qui tiennent la route, quoi. Sinon, Pauline, est-ce que c'est quelque chose que tu appliques aussi pour tes créations personnelles? Oui, tout à fait, mais pas aussi bien expliqué. Donc, c'est-à-dire que quand je crée pour moi, tout se passe dans ma tête. Donc, il y a des fois, je suis explorateur, puis je passe à l'artiste, puis j'ai besoin de revenir à l'explorateur, mais tout de suite aller voir le conquérant pour voir un peu ce que le conquérant en pense. D'un point de vue personnel, si on maîtrise assez bien la matière et qu'on sait assez où on va, on jongle un petit peu avec tous ces personnages. Et donc, je vais dire cérébralement, c'est difficile d'être clair et de vraiment appliquer contextuellement et textuellement ce que j'enseigne au FP. Donc, par exemple, quand je fais une création personnelle, je ne me pose pas sur une table avec une feuille en mode l'explorateur, qu'est-ce qu'il fait? Non, pas du tout. C'est plus une casquette que je me donne. Ben tiens, là j'ai envie de créer un numéro de jonglerie. Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme numéro de jonglerie? Ben il y a des massues, il y a des balles. Ah ben tiens, j'aime bien les massues. Et là je vais commencer une petite extrapolation des massues et ça va très vite me mener à l'artiste. L'artiste va quand même assez vite aboutir à des figures qui vont peut-être me faire penser à quelque chose, à un autre thème qui va me renvoyer à l'explorateur pour un petit peu. Donc tout se mélange. Mais oui, j'applique ça à mes créations personnelles et je pense que tout le monde applique ça à ses créations personnelles et pas que dans le milieu artistique. Si maintenant vous avez une fuite sur votre évier et que vous avez rien du tout enfin, rien de spécifique pour le réparer, vous allez vous mettre en mode MacGyver et vous allez commencer à vous mettre en explorateur, à commencer à rechercher la fuite, d'où elle vient la fuite, comment est-ce que je pourrais la colmater, tout ça et tout. Puis l'artiste va prendre le relais en se disant bah tiens, je vais prendre un pansement, je vais prendre un sparadrap, je vais prendre du scotch, non, je vais prendre une vis ou quoi. Et puis ben il y a le juge qui va choisir, il va se dire bah attends parce que si tu prends une vis tu vas casser ça, si tu prends du scotch au bout de 3 jours la fuite elle va revenir et une fois qu'on aura trouvé la solution adéquate, bah, le conquérant il rentre en scène et lui il va réparer l'évier avec tout le petit processus. Mais durant ce petit processus en tout cas clairement c'est difficile de passer clairement par les 4 étapes, on jongle un petit peu avec tous les personnages, quoi. Dans le cas d'un spectacle avec enfants, fais-tu ce travail des personnages toi-même en amont ou construis cela avec les enfants en cours? Ça dépend quel âge. Merci Pauline. Ça dépend quel âge. Tout est possible à chaque âge, c'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être peut-être beaucoup plus fatigant. Si maintenant je prends l'exemple, si maintenant je prends l'exemple des enfants de 6-7 ans, ben, les enfants de 6-7 ans, oui, c'est possible de faire un processus créatif, mais ça va prendre beaucoup plus de temps parce que ben, déjà, ils vont pas nécessairement comprendre les enjeux du processus créatif. Ils n'ont pas encore des masses confiance en eux, ils n'ont pas encore des masses ce souci de produire quelque chose qui va être bénéfique pour les autres. Ils sont encore un petit peu dans le moi. Et puis, ben, techniquement, ils sont pas non plus encore très évolués. Donc, ça prend du temps, mais c'est possible. Donc, généralement, avec les 6-7, c'est plus moi
qui fait une petite réflexion sur les bases un petit peu de ce qu'on va voir ensemble, et puis avec les enfants, au travers de jeux, au travers de petits messages, et que je peux arrêter, au travers de messages, au travers de jeux, je vais solliciter leur avis et je vais prendre leur avis en compte après dans mes préparations. Avec les plus grands, on peut allègrement faire ça. Encore une fois, c'est bien de les guider à 100% et vraiment de leur expliquer où on va, parce que ça reste quand même une notion assez conceptuelle. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible de faire ça avec les enfants. Encore une fois, c'est juste voir les contraintes qu'on a, quel âge ils ont, combien de temps ils ont, quel niveau technique ils ont. Et en fonction de tout ça, c'est juste adapter le processus créatif en mode, est-ce que on le construit ensemble pendant le cours, ou est-ce que moi je m'en occupe un petit peu dans mes préparations avant, je leur expose un petit peu mes idées et ensemble on voit un petit peu après qu'est-ce qu'on peut faire, et puis après moi dans ma popote chez moi je refais quelque chose. Ce qu'on dit généralement avec les 6-7 ans, c'est qu'on leur fait croire que l'idée vient d'eux. C'est un petit peu crapuleux, mais voilà, c'est un petit peu ça. Et donc j'ai reçu un petit SMS que je dois m'arrêter là. Donc, merci pour vos questions. Si vous en avez encore, rassurez-vous, vous aurez encore l'occasion de les poser à la fin du webinaire. Donc, notez-les quelque part, retenez-les bien dans votre tête, ou notez-les dans le chat, et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Et donc là, je vais rendre la parole à Nina. Voilà, et vous remercier encore une fois de m'avoir écouté. C'était très chouette de vous parler à caméra et PC interposé. Voilà. Merci. Super, merci. Merci beaucoup, François. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, ça m'a aussi remise complètement dans le programme de la créativité en FP. Ça faisait un moment déjà. Voilà, donc maintenant, on va peut-être parler un petit peu plus de la formation, concrètement, son programme, son déroulé, etc. Comme vous l'avez compris, ce cours fait vraiment partie du programme. Donc, on a eu un petit condensé là d'un cours qui se déroule tout au long de l'année en formation pédagogique. La formation pédagogique, c'est une formation unique en Europe, à temps plein, qui commence en septembre et qui termine en juin, avec des cours multiples et variés. Vous verrez par après. On va vous montrer un peu un slide qui fait le... Donc, tu peux revenir un petit peu en arrière. Voilà, merci Teresa. Du coup, la formation pédagogique, c'est 1300 heures de cours dans lesquels on verra par après, on aura aussi de la pratique, de la théorie, des stages, etc. Mais ça, je vous en parle juste après. Et depuis 1980, il y a 400 étudiants qui ont terminé la formation pédagogique en art du cirque. Donc, ça fait déjà pas mal de monde qui est passé par là. Et cette formation a aujourd'hui 30 ans. Et qui est passé par là? Ben ça, on va le voir juste avec le slide suivant que Teresa va nous mettre. Merci. Donc, c'est une formation qui est fréquentée par des personnes de tout horizon et de toute nationalité. Donc, évidemment, on a une majorité de Belges et de Français, mais chaque année, on reçoit des Suisses, des Italiens, des Espagnols. On a déjà reçu des Vénézuéliens, des Colombiens, des Guatémaltais. Voilà, c'est vraiment une formation qui s'est fait connaître à l'international et qui rassemble des personnes de tout horizon. Et les débouchés de cette formation, on peut en parler déjà maintenant, sont nombreux, c'est-à-dire que les étudiants qui sortent de la formation pédagogique travaillent dans leur grande majorité dans le monde du cirque par après, que ce soit dans des écoles qu'ils intègrent ou dans des projets qu'ils fondent eux-mêmes, donc des projets d'école de cirque, des projets de cirque social, des projets tournés vers l'humanitaire qui impliquent aussi le cirque. Donc, c'est vraiment plein de projets différents qu'on va retrouver aussi en Europe et dans le monde pour ces personnes qui, parfois, retournent chez eux juste après la formation. Et comme je l'ai dit, certains ont créé leur propre structure, certains se sont plutôt tournés vers l'artistique et vivent maintenant de cet art. Donc, ils ont parfois allié pédagogie et vie artistique. Voilà, ce sont tout autant de débouchés que vous pourrez découvrir si vous passez par cette merveilleuse aventure. Et pour parler du programme dans son
un peu plus précisément. Merci Teresa pour le slide. Voilà, il y a 600 heures de pratique, c'est-à-dire 600 heures de cours techniques à proprement parler. Donc vous avez les techniques citées ici, elles sont nombreuses. Ce sont essentiellement les techniques phares des arts du cirque. Par ailleurs, il y a une formation plutôt théorique, donc on parlait de créativité, il y a de la méthodologie, et tout ça, ça correspond à 110 heures dans l'année. Une partie du programme se fait en autonomie, sous forme d'entraînement libre. Et il y a aussi une grosse partie de l'année qui est consacrée à un stage, donc une mise en pratique des acquis techniques et pédagogiques. Et donc, ça correspond à 170 heures de stage par année. On ajoute à cela quelques heures de séminaires. Donc, les séminaires, ça peut être des séminaires pratiques de machinois, par exemple, de roussir, mais aussi des stages plutôt théoriques sur une méthode ou une autre qui s'approche de celle qu'on enseigne. Donc, par exemple, la méthode Véronica Sherborne. Voilà, ce sont des séminaires qui viennent vraiment alimenter le programme et l'enrichir tout au long de l'année. Et puis, à la fin de l'année, donc tout le mois de juin est consacré à une création collective des étudiants, prise en charge majoritairement par les étudiants, accompagné par un metteur en scène. Et donc, c'est un spectacle qui se joue souvent à la fin du mois de juin. Cette année, ce sera le 25, le 26 et le 27 juin. Et donc, vraiment, ça vient clôturer l'année avec un projet artistique collectif qui permet de mettre en lumière aussi les acquis techniques de nos étudiants. Voilà. Pour parler un petit peu des profs, donc vous voyez que ce programme est très chargé et très complet. Donc les profs sont des formateurs qui, pour la plupart, ont eux-mêmes suivi la formation pédagogique il y a de ça plusieurs années. Certains viennent au contraire d'une formation plutôt d'éducation physique et sportive. D'autres se sont lancés dans une carrière artistique, mais ont maintenu une activité pédagogique en parallèle. Donc, ce sont tout autant d'horizons différents qui viennent alimenter notre formation avec des profils très intéressants. Et ils ont tous pour point commun d'avoir des compétences vraiment poussées en développement personnel dont on a vraiment besoin quand on suit une formation comme celle-là en art du cirque. Donc, cette double casquette pédagogique et artistique leur permet de vous faire découvrir les arts du cirque sous un angle beaucoup plus complet, beaucoup plus grand. On parle bien ici de cirque contemporain, évidemment. Donc, on mêle bien évidemment le mouvement, le jeu d'acteur, la conscience corporelle avec les techniques purement circassiennes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant 30 ans. Voilà pour le programme. Concernant plutôt les aspects pratiques, donc le Minerval pour cette année de formation est de 4 500 €. Et si certains désirent avoir une aide boursière, donc avoir une possibilité de bourse, sachez que les Belges francophones ont automatiquement une bourse qui leur est versée en début d'année, de sorte qu'il n'est pas à payer l'intégralité du Minerval. Du côté flamand, il y a aussi des possibilités. Et puis, pour ceux qui viennent de l'étranger, il faut évidemment se renseigner auprès des organismes subsidiaires de vos régions, sans garantie à ce niveau-là. Mais voilà, c'est une démarche plutôt à faire par chacun. Voilà pour les informations pratiques. Et je vais laisser la parole à Vincent, puisqu'il va vous introduire le témoignage de certains étudiants qui ont fait la formation il y a déjà quelques années, et aussi une étudiante qui est en fait chez nous cette année, Pauline. Donc voilà, nous avons ici 3 témoignages qui nous attendent, et c'est Vincent qui va vous les introduire. Merci. Merci Nina pour cette belle présentation. C'était bien complémentaire à ce que François a fait. François, c'était superbe, et Nina, on rentre dans le concret, dans le pratique. Alors ici, on a la chance d'avoir 3 anciens étudiants, non, 2 anciens étudiants et une étudiante actuelle. Et donc, je propose de commencer d'abord par une dame, puis on va continuer par un homme, et on terminera par notre jeune étudiante en formation pédagogique. Alors, j'invite Magali qui nous vient de Suisse. Magali travaille à Tons-sur-Ton, un partenaire de notre réseau Caravane. Magali, tu es là? Est-ce que tu... Ben voilà, je vois que Magali... Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je t'entends et j'essaye de te voir.
Je ne te vois pas encore. Ah ben voilà, je te vois. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Ah ben voilà. Donc, Magali, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce que tu faisais avant de venir en formation pédagogique et qu'est-ce qui t'a décidé à nous rejoindre? Alors, j'avais très envie de devenir artiste de cirque et mes parents m'ont demandé de faire un vrai métier d'abord. Donc, j'ai fait des études de travail social, donc je suis éducatrice spécialisée. Donc ça, c'est ce que je faisais avant l'AFP. Je faisais aussi un petit peu du cirque pour moi, mais j'étais donc éducatrice spécialisée et j'ai fait mon travail de bachelor sur le cirque social comme moyen d'intervention auprès des élèves, enfin des enfants ou des jeunes défavorisés. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'école de cirque de Bruxelles. En venant donc faire mes études de terrain à Bruxelles. Donc j'ai fait 2-3 allers-retours avant de commencer l'AFP et j'ai rencontré quelques FP et là je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire, je veux enseigner le cirque et surtout je veux mélanger le cirque qui était ma passion à ce moment-là, enfin qui est toujours ma passion d'ailleurs, donc mélanger le cirque avec le travail social et c'est ce que je fais actuellement. Et tu peux nous donner quelques explications sur ce que tu fais actuellement? Donc actuellement, je travaille en Suisse, à La Chaux-de-Fonds. C'est une petite ville dans le nord-ouest de la Suisse. Et actuellement, j'ai plein de casquettes différentes à ton-sur-ton. J'ai la casquette de prof de cirque. Donc là, l'AFP est complètement... Enfin, je mets en pratique tout ce qu'on a appris au niveau de l'AFP. Donc autant l'enseignement des différentes techniques de cirque que la création de spectacles à la fin de l'année. Donc la créativité, comme a parlé François. Alors bon, cette année, ce n'est pas des spectacles, c'est des courts-métrages, mais n'empêche que la créativité était de la partie. Donc ça, c'est une de mes casquettes, prof de cirque. Et sinon, je gère tout ce qui est médiation, donc de rendre accès à la culture à des populations qui n'en ont pas forcément, qui n'y ont pas forcément accès d'habitude. Donc là, on a des cours de cirque adaptés pour des personnes en situation de handicap. On a des cours de cirque avec des personnes migrantes, on fait des cours parents-enfants ou des cours en famille pour travailler le lien entre les parents et les enfants. Ou alors utiliser l'apprentissage du français via le cirque. Donc là, c'est vraiment un accent qui est mis sur le vocabulaire que j'utilise en utilisant aussi des images. Donc c'est vraiment adapter les cours pour que tout un chacun puisse participer. Et on a là au milieu aussi, donc il y a aussi toute la gestion des volontaires européens qui sont là. Donc on a 2 volontaires chaque année qui viennent travailler avec nous. Et donc c'est aussi de la gestion que je fais moi. Donc voilà, donc tout baigne un petit peu dans... Je suis entre le cirque, l'administration et le social. Et le social, exactement. Donc tes études en Suisse et tes études à Bruxelles sont tout à fait complémentaires et tu t'épanouis pleinement avec ces 2 domaines. Exactement. Donc à Bruxelles, j'ai fait la formation pédagogique qui m'a apporté énormément, surtout au niveau cirque, au niveau de toutes les disciplines de cirque, de comment amener ça, au niveau de la créativité, de se dire, OK, je veux faire apprendre à quelqu'un à faire la roulade, je sais pas, par exemple, et il a cette peur-là ou cette peur-là, et de se dire, OK, comment je peux tourner ça dans tous les sens pour que cet enfant-là, il puisse le faire sans avoir peur. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et puis après, j'avais fait à Bruxelles aussi la formation handi-cirque, donc qui est d'adapter les cours de cirque à des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'avec ça, c'était intéressant de mêler les deux. Et après l'école de cirque de Bruxelles, j'ai fait une année au Québec, où le cirque social est très développé. Donc j'ai fait une année à l'école de cirque de Québec et avec Cirque du Monde, avec qui j'ai travaillé pour vraiment, j'avais le côté social d'un côté où j'avais fait mes formations, donc ma formation universitaire et l'AFP. Et j'avais l'impression qu'il me manquait, j'avais un petit peu d'aide pour mettre les choses ensemble. Et j'ai fait donc la formation, enfin j'ai fait différents stages au Québec. Et en rentrant, j'ai fait la formation de Caravane, qui est un lien, qui est encore une autre histoire où l'école de cirque de Bruxelles est très impliquée. Donc Caravane, qui est le réseau européen de cirque social et jeunesse, qui propose aussi des formations de cirque social. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est une explication. Merci. Et puis si j'ai un truc à dire, c'est faites l'AFP, c'est vraiment trop bien. C'est une année, chaque année quand on demande, quand il y a de la pub pour l'AFP, je demande si c'est possible de revenir parce que vraiment c'est une année incroyable. Et on aura combien de Suisses cette année? Je sais pas, j'en ai plusieurs dans l'école qui sont intéressés, mais d'abord ils font des vraies études parce qu'ils ont les mêmes parents que moi.
Ah, voilà, très bien. Mais c'est pas plus mal, hein, c'est très bien. Ce sont des études complémentaires, ce ne sont pas des études de base. En tout cas, la formation Ah, il pédagogique. y a déjà une candidate suisse de Fribourg. Super, cool. Ah ben c'est bien. Et donc, merci beaucoup. Alors, je vous propose de partir en Italie. On va changer d'accent. On va écouter le chantonnement de Tommaso. J'adore cet accent italien. Et donc, Tommaso, mais le voilà. Voilà Tommaso qui nous vient Bonjour, d'Italie. bonjour. Raconte-nous un peu ce que tu faisais avant. Donc, je ne de dois pas venir faire semblant de dans notre parler pays. bien français. Ça va comme ça. Il parle très bien français. Bonjour Vincent, bonjour François. Ça fait plaisir de vous voir, de plus ou moins vous voir. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous Mais dise? justement, que Mais- tu nous dises, qu'est-ce que tu faisais avant de venir Ok, en bien, FP? ok. Mais d'ailleurs, je voulais aussi dire bonjour à Magali, que c'est peut-être intéressant pour vous savoir aussi qu'on est en train en ce moment de faire un projet ensemble, un projet européen ensemble. Donc, une des choses que l'FP a permis, c'est de créer un réseau incroyable, l'FP et des autres opportunités de rencontres. Mais, voilà, avant de faire l'FP, j'avais commencé à faire du cirque de façon personnelle, toute seule, du jonglage et des autres choses. Et, j'avais demandé à une petite école de cirque qu'il y avait où j'habitais à Milan de faire des cours chez eux. Et j'avais demandé un petit, comment ça dit ça, un petit sconto, un petit réduction des prix parce que je savais déjà faire des choses, mais oui, je donne un coup de main aux autres. Et eux, ils m'ont dit, bah, si tu veux, on peut faire que tu viennes à nous donner des cours pour les enfants et on va t'offrir les cours pour toi. Voilà, génial. Pour moi, c'était très bien et c'était une occasion pour découvrir ce côté pédagogique et de pouvoir travailler avec les cirques, avec des publics différents, comme des enfants et des autres. Et donc ça m'a permis de rentrer dans ce monde éducatif et du cirque qui est devenu ma première passion. Et avant de rencontrer l'FP, j'avais commencé à trouver des petites formations ici, une autre formation par là, des choses sûrement intéressantes, mais ça manquait une idée globale. Et donc, pendant que j'ai enseigné, et j'avais commencé à travailler dans différentes écoles de cirque pour donner des cours, mais j'avais toujours l'impression un peu de bluffer, d'être toujours un autodidacte, donc de ne pas avoir une vision réellement globale de cet outil. Et donc, un jour, j'ai rencontré un pote français qui m'avait dit, ah oui, j'ai fait une formation géniale à Bruxelles, tu dois aller. Et je me suis rendu compte qu'il y avait cette formation et je suis couru à Bruxelles pour la faire. Et ça, c'était un peu comme je suis arrivé là-bas. Et après, qu'est-ce que tu en as fait de tout ça? Alors, après ça, je crois c'était très intéressant de pouvoir mettre tout en pratique. Je suis allé directement à Paris, le plus petit cirque du monde, où j'ai fait une multitude de cours tous les jours, un de suite de l'autre. Et donc, j'ai vu une quantité de publics différents pour 2 ans. Et ça, c'était vraiment très utile parce que les informations qu'on peut attraper pendant l'FP sont vraiment beaucoup. Et donc, l'opportunité de les pouvoir mettre en pratique tout de suite dans différents contextes, c'était très important pour capitaliser, pas tous les informations parce que c'est peut-être impossible, mais en bonne partie. Et personnaliser encore plus la méthodologie. Et donc, ça, c'était une première étape. Après Paris, je suis allé en Sud-Amérique, en Équateur, où j'ai commencé à faire des projets de cirque social. J'étais allé là-bas pour faire des projets de cirque social. Et au retour, je suis retourné en Italie et j'ai choisi de retourner en Italie pour développer un peu les secteurs du cirque éducatif et social qui en Italie est un peu plus en arrière que dans des autres pays comme la France, la Belgique, etc. Et donc, j'ai commencé à créer un réseau
de cirque social qui est toujours active, elle s'appelle Altro Circo. Et depuis quelques années, j'ai ouvert mon école de cirque à Siena qui s'appelle Badabam. Donc ça, c'est très en bref ma trajectoire. Eh bien, super, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu recommanderais dans la formation pédagogique plus particulièrement? Quels sont les moments qui t'ont laissé le meilleur souvenir? Alors, moi, j'ai vécu une très bonne année dans son complexité, dans son intégrité. Et je crois que c'est un mix de l'école, la ville, les personnes que tu rencontres, toutes les opportunités qu'il y a dans l'école, à côté de l'école, que ça a permis vraiment de vivre une année très, très, très enrichissante. Donc, plutôt qu'un ou deux moments ponctuels, c'est vraiment une expérience assez unique que je crois met un point dans ta vie. Et c'est à toi, c'est à chacun après de trouver la façon de la mettre en pratique, de la développer, de la personnaliser. Parce que je crois vraiment qu'avec l'FP, tu peux faire un peu de tout. Tu peux prendre l'outil et le répéter simplement, tu peux le transformer. C'est vraiment aussi c'est vraiment pertinent les titres de cet webinaire, de développer ton potentiel créatif, mais aussi ton potentiel personnel en général, parce que ça te donne des outils pour faire l'artiste, pour faire l'enseignant, pour travailler dans l'éducatif, dans le social. Donc, tu ouvres plein de possibilités, plein de portes que c'est à toi de construire. Je crois que vraiment c'est un bon outil pour construire ton propre chemin. Super, merci beaucoup et j'adore ton accent. Alors, on va continuer avec Pauline. Alors, Pauline est plus jeune, elle est étudiante en formation pédagogique. Et donc là, c'est un témoignage terrain. Mais je vais quand même demander à Pauline, lui poser la même question. Que faisais-tu avant? Bonjour à tous et à toutes. Alors, qu'est-ce que je faisais avant? Je faisais des études de droit, mais c'est pas ça qui m'a menée à la formation pédagogique, puisque j'ai été élève pendant de nombreuses années à l'école de cirque de Bruxelles. J'ai commencé en 2002 quand j'étais âgée de 2 ans et que j'étais en cours de parent-bambin. Et j'ai suivi toutes mes années d'élèves en cirque, en passant par les pluridisciplinaires, les ateliers de création, en faisant ma formation d'assistant aussi à l'école de cirque. Et donc, c'était une école que je connaissais, un domaine où je me sentais bien. Et c'est ce qui a fait en sorte que je me suis rendu compte que le droit, ça ne m'amusait pas, ou en tout cas pas autant que le cirque. Et que donc, je faisais mieux de me lancer là-dedans, puisque c'était quelque chose dans lequel je m'épanouissais pleinement. Voilà. Ah bien, c'est super. En tout cas, c'est génial de t'entendre dire que tu étais là depuis l'âge de 2 ans. Ça fait beaucoup d'années quand même à l'école de cirque. Et toi, finalement, tu n'as pas fait d'études avant, ou bien un petit peu. Et là, tu fais la formation pédagogique. Et comment est-ce que tu vis ces moments avec ces étudiants, avec l'approche du spectacle de fin d'année qui est intégré dans les 40 ans? C'est des moments plus magiques les uns que les autres. Pas toujours facile parce qu'on travaille en groupe et que c'est pas toujours tout beau tout rose, mais ça finit toujours par s'arranger parce que on parle le même vocabulaire. Il y a des cours où parfois c'est pas très concret, c'est même plutôt abstrait ce qu'on nous apprend. Quand je pense à ce que vient de dire François, moi quand il nous a donné ce cours-là, j'étais un peu perdue pour être très honnête. Mais les ateliers d'essai et le spectacle arrivent et donc on finit par devoir collaborer entre tous les étudiants et à parler le même langage, de savoir que là on va être dans une phase artiste, puis voilà, jusqu'à arriver à la phase du conquérant. Et donc, on parle la même chose, on a les mêmes envies, c'est d'avoir tous du plaisir sur scène, d'avoir du plaisir durant les cours. Et donc, au final, on vit tous, en tout cas, moi, je pense que je peux parler au nom du groupe, mais en tout cas, pour moi, c'est clairement les plus beaux instants de ma vie, je pense.
que je suis en train de vivre, en tout cas de ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas très proche des étudiants de la formation pédagogique. Je les vois de loin et j'ai l'impression que ça dégage toujours beaucoup de bonheur. Et chaque année, c'est plein de bonheur. Et ils sont toujours ensemble et ils s'entendent bien, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, comme tu le dis. Et après, qu'est-ce que tu penses faire? Eh ben, je suis dans la phase du juge interne, de savoir ce que je vais faire après. J'ai beaucoup d'idées qui me traversent entre reprendre des études et à la haute école pour faire prof primaire, parce que je me suis rendu compte cette année que travailler avec des enfants, c'est formidable et que leur apprendre des choses, c'est trop chouette, mais que apprendre d'eux, c'est encore plus beau. Et faire la formation à Dalcroze qui est quand même un peu en parallèle avec ce qu'on voit à l'école, ou en tout cas qui est complémentaire, parce que on a une prof de danse mouvement, Lydia, pour la nommer, qui nous en a beaucoup parlé et qui nous vend le projet très très bien, il faut le dire. Et donc voilà, je suis dans le juge de savoir vers où je me dirigerai après. Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci. Et là, je vais repasser la parole à Nina. Merci pour tous ces témoignages. C'est très, très touchant de vous entendre tous les trois. Et ça m'a rappelé évidemment aussi des formations il y a quelques années. Et Nina, il y a beaucoup de bruit de fond. Hein. Mémorable. Ok, ça va là? On va fermer aussi la fenêtre parce que voilà, ça va dehors avec le beau temps. Mais c'est un bruit de fond de quelque chose qui coince, mais continue. Et là, vous l'entendez plus? Là, c'est parfait. Ok, super. Du coup, je vais parler un petit peu des auditions qui s'approchent très, très à grands pas, en fait, puisque ce sera le 29 et le 30 juin de cette année. Et ces auditions vont se dérouler sur 2 jours, comme chaque année. 2 jours où le groupe des candidats va apprendre à se connaître, va s'exercer aux différentes techniques accompagnées des formateurs de la formation. Donc, c'est aussi un moment de rencontre avec les formateurs de la formation pédagogique. Et c'est une occasion pour les formateurs de rencontrer ces candidats, d'identifier un peu les profils, de connaître les motivations, parce qu'il y a aussi un entretien individuel pendant ces auditions pour connaître vos projets, vos motivations et savoir pourquoi vous êtes là. Et voilà, c'est toujours 2 jours très intenses, autant physiquement que psychologiquement, mentalement. C'est une belle expérience de groupe qui commence, même si c'est une sélection en tant que telle, évidemment. Mais voilà, on est déjà aux prémices d'une dynamique de groupe qui va se poursuivre par après avec les candidats sélectionnés dès septembre. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, de participer à ces auditions. Pour y participer, vous envoyez une candidature sur la page des auditions de la formation pédagogique. Donc, c'est auditionfp.be. Dans le chat, elle apparaît, cette adresse. Merci, Teresa. Et vous avez aussi énormément d'informations en fait sur cette page qu'on a évoquée, mais avec plus de précision. Donc, vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires sur le programme, sur le déroulé de la formation, sur les aspects pratiques et donc sur les auditions aussi qui vont avoir lieu en juin. Et comme on sait que parfois certains sont encore en fin d'études ou en examen sur cette période-là, une seconde édition se tiendra très probablement en août pour ceux qui ne peuvent pas être là en juin. Donc c'est bon à savoir aussi. Voilà. Un petit bonus qu'on a prévu pour vous, pour ceux qui s'inscrivent rapidement aux auditions qui approchent. Donc, les 10 premiers inscrits auront la possibilité de venir voir le spectacle de fin d'année de l'AFP, de la formation pédagogique 2020-2021. Donc, les étudiants vont jouer leur spectacle sur 3 jours, les 25, 26 et 27 juin. Et les 10 premiers inscrits aux auditions pourront venir voir le spectacle le dimanche 27 juin. Donc, ça, c'est le petit bonus pour ceux qui s'inscrivent rapidement. Et comme ça, vous aurez aussi un aperçu du travail de fin d'année, du collectif de fin d'année qui vient clôturer cette année intense et haute en couleurs. Voilà, je pense que j'ai tout dit.
Je redonne la parole à Vincent qui va certainement Nina, donner le mot de la fin. n'hésitez pas à laisser quelques informations dans le chat, des questions, et on vous répondra dès qu'on aura l'occasion. Alors, je vous avais dit que je reviendrai en fin de webinaire, et donc, mais moi, c'était vous confier mon secret. Alors, mon secret, c'est que à travers la formation pédagogique, je vais quand même remettre mon écran, ça sera mieux. Voilà. Alors, mon secret, c'est qu'à travers la formation pédagogique, vous avez l'occasion de vous faire un cadeau, un formidable cadeau, un cadeau merveilleux. Vous pouvez vous offrir une année de rencontres artistiques, de découvertes de disciplines vraiment incroyables, d'entraînements passionnés et passionnants, et d'avoir une attention juste pour vous-même dans un environnement, comme vous l'avez entendu, tout à fait privilégié. Et donc, mais je vous encourage à faire comme en 30 ans, 400 étudiants, c'est vous offrir ce beau cadeau, une année de formation qui vous permettra de construire votre futur, mais dans un environnement extrêmement privilégié. Alors, c'est pas tout le temps du bonheur, parce que comme disait Pauline, mais travailler en groupe, c'est pas simple, mais globalement, c'est quand même une année de bonheur. Et donc, offrez-vous à vous ce merveilleux cadeau qu'est l'AFP. Voilà mon secret. Alors, merci en tout cas de nous avoir écoutés là jusqu'au bout. Je vois que tout le monde est resté. Merci aux personnes, à François et à Nina pour vos explications, à Tommaso, Pauline et Magali pour vos témoignages, et merci Sarah et Teresa pour l'encadrement, pour le cadre. Alors, il y a Sarah et Teresa qui sont là derrière, vous ne les voyez pas, mais qui nous conseillent, qui nous aident et qui nous orientent. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à bientôt alors, aux auditions, au spectacle de la formation pédagogique pour les 30 ans de la formation pédagogique et les 40 ans de l'École des Cieux de Bruxelles, ou dans la formation pédagogique.